Alors, on apprend ces dernières heures que le groupe multinational, la multinationale française, détenue à pratiquement 90% par l'État français, Orano, a décidé de porter plainte contre le Niger parce que le Niger a mis fin à l'exploitation de son uranium et à la commercialisation de son uranium par Orano. Donc, le groupe Orano a décidé de porter plainte contre l'État du Niger pour avoir interrompu l'exploitation du yellow cake, l'or jaune, le gâteau jaune, l'uranium. Bon, ok. La vraie question est la suivante. Mais pour quelle raison l'État du Niger a-t-il mis fin à l'exploitation de l'uranium du Niger par la firme multinationale d'État française Orano? Pour quelle raison? Tant qu'on n'a pas compris les raisons, on ne peut pas savoir qui a raison. Alors, pour connaître les raisons, il faut simplement un petit cours d'histoire. Et ce cours d'histoire nous a été fait par la presse d'État nigérienne, par un petit reportage sur la chaîne, un tout petit reportage sur la chaîne RTN. Et je voudrais qu'on écoute ce reportage. Je voudrais qu'on écoute ce reportage. Qu'on écoute ce reportage pendant juste 5 petites minutes avant de continuer notre parcours. J'ai publié ce reportage sur ma page. Je vais vous le faire voir et je vais mettre un haut-parleur pour que vous profitiez des propos de la presse d'État nigérienne qui récapitule l'histoire de l'uranium. Parce que les Africains ne connaissent pas l'histoire de l'uranium nigérien. Je tiens à ce qu'on sache ce que c'est. Dans les années 60, au lendemain des indépendances, la France et le Niger signent des accords fixant le cadre d'une exploitation très profitable à l'ancienne puissance coloniale. Dans les années 60, au lendemain des indépendances, la France et le Niger signent des accords fixant le cadre d'une exploitation très profitable à l'ancienne puissance coloniale. Voilà. C'est dire qu'au départ déjà, il s'agissait d'un accord gagnant-perdant. Ainsi débute en effet l'histoire de l'accaparement de l'uranium nigérien lorsque le pouvoir gaulliste décide de doter la France d'une industrie nucléaire. Ainsi la France s'engage-t-elle en secret dans le développement d'une force de dissuasion et fait exploser sa première bombe atomique dans le désert algérien en février 1960. Encore faut-il que l'approvisionnement en uranium suive. Comme ailleurs en Afrique, l'indépendance du Niger est accordée, sous condition d'une série d'accords, liant le nouvel État à l'ancienne puissance coloniale. Ces accords ont une dimension militaire la plus connue, mais ils embrassent nombre de secteurs, notamment celui des matières premières. En effet, l'annexe à l'accord de défense avec le Niger, mais aussi le Dahomey et la Côte d'Ivoire, considère, je cite, que l'uranium, le thorium, le lithium, le beryllium et leurs minéraux et composés sont des matières premières et produits classés stratégiques. En conséquence, les pays signataires de l'accord réservent par priorité leur vente à la République française. Fin de citation. En un mot, la France s'arroge un contrôle exclusif de la production d'uranium à venir dans le nouvel État du Niger. Ainsi en est-il des origines d'un accord déjà gagnant-perdant. Ce qui va suivre est désormais connu, plus d'un demi-siècle d'exploitation au mépris des règles et normes universelles en matière de respect de l'environnement et de la santé humaine et animale. Au plan économique et selon plusieurs chercheurs nigériens et français, seulement 12% de la valeur de l'uranium exporté est revenu au Niger, pendant que le Niger a largement contribué au développement de la puissance nucléaire de la France. Car 15% de l'uranium nécessaire aux centrales françaises provenait
jusqu'en 2023 encore du Niger. Et 1 ampoule sur 3 en France marche grâce à l'uranium du Niger. Mais 85% des populations nigériennes n'ont pas accès à l'électricité. Le comportement au parfum colonial de la société Areva au Niger, un comportement d'autant plus choquant que l'uranium représente 70% des exportations du Niger et ne rentre que pour 4 à 6% dans le budget de l'État. Il faut aussi savoir, mes chers collègues, qu'une ampoule sur 3 en France fonctionne grâce à l'uranium du Niger. Pour cet uranium, la France paie 7 € par Français par an, c'est-à-dire une somme dérisoire. Le Niger, lui, touche à peine 12% de la valeur de l'uranium exporté. Tout cela, c'est le coût à payer par le Niger pour la soi-disant indépendance énergétique de la France, une indépendance qui n'existe pas. En effet, la France importe 100% de son minerai d'uranium, dont environ 20% du Niger. Le système nucléaire français est un leurre dans la mesure où la France pratique la coercition pour assurer sa sécurité d'approvisionnement en uranium. Au Niger, la France maintient depuis l'indépendance, depuis 1960, un système que à survie nous qualifions de néocolonial, par une mainmise politique et militaire sur le gouvernement. Depuis l'indépendance, la France a fait et défait les gouvernements. Chaque fois qu'un gouvernement du Niger demande un prix plus élevé de l'uranium ou bien demande simplement l'application des lois en matière fiscale, en matière sociale, la France fait pression, s'arrange pour faire en sorte que le gouvernement baisse ses prétentions ou bien suscite la dissidence et obtient un changement de gouvernement avec un gouvernement plus proche de ce qu'elle souhaite. Autre constat amer, la pollution des nappes d'eau fossiles d'Arlit, une région qui regorge d'importantes nappes fossiles d'eau souterraines. Autant de réservoirs d'eau cruciaux pour des communautés largement dépendantes de ces ressources que la nature a mis des milliers d'années à constituer. Mais les opérations minières d'exploitation et de traitement du minerai et de l'uranium, par leur pratique inadéquate de gestion des déchets, effluents liquides et résidus de traitement contenant des produits chimiques dangereux et de l'uranium, ont entraîné par infiltration depuis des décennies une pollution graduelle de ces importantes ressources en eau dont la demande est de plus en plus croissante. Et ce qui est encore critique, c'est qu'aujourd'hui, les points d'adduction d'eau potable de la SPEN à Arlit sont prélevés dans la nappe de Telwa. Écoutez bien. Donc, vous voyez bien, avec aujourd'hui l'accroissement de la population, les demandes en eau deviennent de plus en plus importantes. Donc, l'appel de cette ressource en eau va être de plus en plus importante. Donc, ça va drainer de façon très forte ces pollutions-là vers les consommations d'eau des populations. Comme vous le savez, la mine, c'est une mine souterraine. Elle représente à peu près 600 km de galeries. Ces 600 km de galeries sont en train d'être inondées par de l'eau. Donc, le risque qu'il y a à ce niveau, c'est que toutes les nappes vont être en contact. Et quand elles seront en contact, il y a contamination de toutes les nappes. Les usines ont été installées sur des réseaux de fractures, parce que par le passé, il y avait eu beaucoup de mouvements tectoniques dans cette région-là. Et également, il y avait eu, pendant la période de l'exploration, des forages qui ont été faits pour aller chercher le gisement. Et ces forages-là, dans beaucoup de situations, n'ont pas été bouchés. Donc, or, comme ces forages-là, en traversant le sous-sol, ont intercepté des nappes d'eau souterraines. Donc, c'est des points de faiblesse de mise en communication de n'importe quelle infiltration et de n'importe quelle pollution vers ces nappes d'eau souterraines-là. Et aujourd'hui, ce qui a été constaté, notamment depuis 2009, côté Cominac, qu'il y a eu des infiltrations immenses de produits chimiques et de polluants industriels qui ont contaminé la nappe de Telwa. Et cette nappe de Telwa est contaminée par ce qu'ils appellent les bassins d'eau chaude. Les bassins d'eau chaude, c'est tout ce qui est eau de nettoyage de l'usine. Donc, qui dit nettoyage dit toute la saleté, tous les produits chimiques, tout l'uranium qui est charrié et qui va être stocké dans ces bassins-là qui ont été faits à nu. Et la terre, les bassins n'étaient pas protégés et ils ont été posés sur une partie affleurante de la nappe de Telwa, qui est la nappe de très grande ampleur qui vient jusqu'à Kouré ici, qui va jusqu'à Baleyara. Cet état de fait peut faire en sorte que l'eau soit contaminée et que c'est un danger
pour la santé, ce n'est pas seulement aussi pour la population d'Arlit. L'eau voyage, donc ça continue sur tous les territoires du Niger. Et au-delà même du Niger, ça peut aller vers les autres pays voisins. Donc, nous avons des résidus qui sont issus du traitement de l'uranium, qu'on appelle généralement à l'inverse à résidus, donc qui constituent un mélange donc de solides et de liquides, comprenant donc des substances chimiques qui sont issues du traitement déversé sur place. Facilement, ce dossier radiologique descend suivant donc le pendage donc de la faille et qui a contaminé donc la nappe du terroir. Les eaux étant acides, ensuite les roches de la zone, elles contiennent du carbonate, ce qui est sûr, le contact entre l'acide et le carbonate a une dissolution, et c'est les concours de la faille, l'ensemble de ces événements-là a favorisé l'infiltration et la création des réservoirs. Orano, à la fermeture du communauté. Elle a noyé des Toyota toutes neuves, des 4x4. Elle a noyé des trémies, des concasseurs, des bancs transporteurs, des chargeurs, des boulonneurs, des chausseurs, de plusieurs agents, des câbles rampants de tuyauterie qu'ils ont noyés dans la mine. Sur le soir disant que quand ils vont les remonter, ce sont des matériaux qui sont peut-être contaminés et que c'est faux. Maintenant, ces matériaux-là, ils sont en dessous, ils sont en bas. Ils sont en train d'être visés. Je voulais vous faire écouter 5 minutes de ce reportage qui en a 12 et que je vous invite à regarder entièrement sur le site de la radio-télévision du Niger. Ces 6 premières minutes nous permettent de relever l'essentiel des arguments. Pourquoi le Niger met-il fin à l'exploitation de l'uranium du Niger par, eh bien, la firme française Orano? Première raison, parce que les accords qui ont mis en place cette exploitation sont des accords coloniaux. Et qui dit accord colonial dit un accord inégal, asymétrique. Parce que le colon fait signer l'accord au colonisé avec un revolver à la tempe. L'accord colonial est un braquage déguisé en écriture juridique. On est donc fondé à tout moment à contester un accord colonial. Parce que le principe même de l'accord colonial, c'est la négation de la condition du contrat, c'est-à-dire de l'égalité entre les contractants. L'une des conditions essentielles d'un contrat, c'est que quand nous passons un contrat, eh bien, chacun d'entre nous le passe librement. Or, le colonisé ne peut pas passer librement un contrat avec le colon. Et les accords coloniaux sont des accords précisément asymétriques, inégaux. Ils ne sont pas légitimes. On a le droit de les dénoncer à tout moment et de les déclarer caducs. Vous notez, ça c'est le premier argument. L'origine de l'exploitation, ce sont des accords coloniaux. Et qui dit accords coloniaux, dit accords inégaux. Qui dit accords inégaux, dit accords illégitimes. Et dès que les accords sont inégaux, c'est-à-dire que l'une des parties a été contrainte à accepter les conditions de l'autre, a été forcée à accepter les conditions de l'autre, dès que l'on est capable de dénoncer un tel accord, c'est un devoir de le dénoncer. Il n'y a pas de date pour ça. Deuxième raison pour laquelle le Niger dénonce l'exploitation et met fin à l'exploitation de son uranium par Orano, j'ai écouté, mais c'est la marge bénéficiaire de l'État nigérien qui est très faible. Tous les spécialistes que nous avons entendus parlent de 12%. Mais qui récupère alors les 88% qui restent? Qui récupère les 88% du bénéfice de l'uranium nigérien dans le cadre des accords coloniaux? C'est la partie française. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la partie française qui, dans le cadre des accords coloniaux, récupère 88%. Est-ce que c'est acceptable, un tel déséquilibre? Est-ce qu'un tel déséquilibre entre l'avantage, eh bien, de la partie française et l'avantage de la partie nigérienne est-il tolérable? D'autant plus qu'on sait qu'entre-temps, la population nigérienne n'a pas cessé de croître. Cette population n'ayant pas cessé de croître, ses besoins croissent. Et on ne peut pas se permettre de continuer à brader l'uranium du Niger dans ces conditions. 12% contre 88%. Ça, c'est le deuxième argument. La très faible marge nigérienne dans cette affaire. C'est une marge abominable. C'est une marge intolérable. C'est juste incroyable qu'un État souverain récupère 12% seulement des bénéfices d'une richesse qui émane
de son propre sol. Donc, vous notez bien que ça, c'est le deuxième argument. C'est le deuxième argument que nous devons vraiment retenir ici. Et puis, nous passons au troisième argument dans cette affaire. Pourquoi le Niger met-il fin à l'exploitation de son uranium par Orano? Mais à cause du désastre. À cause du désastre écologique provoqué au Niger par l'exploitation anarchique de l'uranium par Orano. Pollution des sols, pollution des sous-sols, pollution des nappes phréatiques, pollution des cours d'eau et contamination des populations animales, des populations végétales et des populations humaines par les matériaux extrêmement polluants de l'exploitation de l'uranium. Donc, troisième raison, le scandale écologique. Et chacune de ces raisons appelle une réparation. Chacune de ces raisons appelle une réparation, c'est-à-dire une compensation financière. L'accord inégal, c'est un accord d'exploitation, c'est du vol. La colonisation, c'est du vol. La marge bénéficiaire que le colon s'est octroyée, c'est du vol. Il faut penser ici à rembourser, c'est trop. C'est un accord inégal. C'est une marge insupportable, on ne peut même pas dire ça à une assemblée de gens sensés. Nous prenions 88% et les Nigériens n'avaient que 12%. Et nous estimons que nous avons le droit de nous plaindre que ça s'arrête. La troisième raison, le scandale géologique. Des vies humaines là ont été perdues. L'écosystème nigérien a été pollué. Ça se répare, ça se paye. Alors, quand on a ces trois arguments, on peut ajouter un quatrième argument. C'est l'argument géopolitique et géostratégique. L'instabilité que connaît tout le Sahel. C'est une instabilité qui a été provoquée notamment par l'alliance militaro-politique de l'OTAN, qui a envahi la Libye, assassiné Kadhafi, en association avec les deux grandes organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. Le président Emmanuel Macron, actuel président de la République française, dans une interview au Figaro en juin 2017, a dit ceci: nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Ce sont les mots du président Macron dans les colonnes du Figaro en juin 2017. Donc, le président Macron reconnaît la responsabilité de la France dans la déstabilisation que connaît le Sahel, dans la déstabilisation que connaît le Niger. Du moins, tel était son état d'esprit en juin 2017. Voilà la quatrième raison. La même puissance qui bénéficie d'un accord colonial d'exploitation éhonté des richesses nigériennes, qui bénéficie d'une marge bénéficiaire complètement irrationnelle, scandaleuse, la même puissance qui bénéficie du pouvoir de polluer, de détruire la nature, de semer la mort dans le pays des autres. Cette même puissance a participé à la coalition qui a déstabilisé toute la région. Ça fait 4 raisons. Et là, ça fait trop. Ça fait trop. Alors, quand vous avez 4 raisons comme cela en faveur du Niger dans cette affaire, vous vous posez alors la question de savoir où prennent-ils le courage de porter plainte dans les tribunaux internationaux occidentaux contre le Niger? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent que justice soit faite? Écoutez-moi bien. Où est-ce que Orano trouve le courage de porter plainte contre le Niger après la dévastation que nous avons décrite? 1. Un accord colonial, qui est un accord criminel. 2. Une marge bénéficiaire scandaleuse, 88% contre 12%. 3. Une pollution de masse. Et 4. La participation à la déstabilisation de tout un sous-continent et de tout un continent, à travers le saccage de la Libye, comme on l'a dit. Quand il y a ces 4 faits incontestables qui sont tangibles devant vos yeux, où trouvez-vous la force d'aller vous présenter comme des victimes devant la justice internationale? Eh bien, moi, ma réponse est que Orano ne porte pas plainte devant la justice internationale occidentale pour que justice lui soit rendue. Non. Ce n'est pas la justice qu'Orano cherche. Ce que Orano cherche, c'est une décision qui lui permette de contraindre et de punir le Niger. Ce n'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Parce que si Orano cherchait la justice, Orano chercherait à réparer le crime colonial. Si Orano cherchait la justice, Orano aurait très vite négocié pour réduire la marge d'Orano et augmenter la marge de l'État du Niger. D'accord? Si Orano cherchait la justice, Orano aurait investi dans la réparation du désastre écologique qu'elle a provoqué en 60 années d'exploitation du Niger. Si Orano cherchait la justice, Orano aurait compris qu'il faut compenser les dégâts provoqués par la coalition de l'OTAN en Afrique. D'accord? Mais ce n'est pas la justice que cherche Orano. En portant plainte là où ils sont allés, j'ai réfléchi pendant des heures et des heures à cette question et j'ai découvert que Orano ne va pas chercher la justice, puisque de toutes les façons, on a 4 preuves flagrantes que les relations de coopération Orano-Niger étaient profondément injustes. Et que ce n'est pas sur ces relations que Orano veut agir. Orano veut que l'État nigérien soit condamné. Orano veut que l'État nigérien soit contraint, qu'il soit puni pour avoir mis fin à une relation injuste. Bref, Orano veut punir l'État du Niger parce que l'État du Niger a mis fin à une injustice. Donc, Orano veut commettre une injustice supplémentaire. Ce sera la 5e contre l'État du Niger. Après l'injustice de l'accord colonial, après l'injustice de la marge bénéficiaire scandaleuse, après l'injustice de la destruction écologique, hein? Après l'injustice de la déstabilisation géostratégique, on veut ajouter une cinquième injustice, à savoir l'injustice de la répression diplomatique, de la répression internationale. Ce que vous devez savoir, Nigériennes, Nigériens, Africains, Africains, c'est que le tribunal occidental où Orano amène l'affaire est un tribunal qui, par la suite, quand il prend des sanctions contre celui qu'il considère comme coupable, c'est un tribunal qui permet de déclencher la mainmise des puissances occidentales sur les avoirs internationaux des États sanctionnés ou des personnes individuelles ou des personnes morales sanctionnées. C'est-à-dire que, en fait, ce que cherche là Orano, c'est d'obtenir des sanctions contre le Niger qui fassent, par exemple, que, je ne sais pas, les aéronefs de l'État du Niger qui peuvent être à l'étranger, les propriétés de l'État du Niger qui peuvent être à l'étranger, un bateau affrété, je ne sais pas, aux couleurs de l'État du Niger qui peut être à l'étranger, que tout cela soit éventuellement arrêté pour l'indemniser. Il faut que vous compreniez le but de la plainte. Ce n'est pas de rechercher la justice, mais un moyen de punir, un moyen de se venger. Et voilà le fond du problème dans lequel aujourd'hui se retrouve le Niger, mais qui est le problème en fait de toute l'Afrique, anciennement terre de colonisation. C'est que, instrumentalisant le droit international qu'ils ont conçu pour leurs intérêts, les grandes puissances de la communauté, les grandes puissances occidentales, eh bien, les États occidentaux n'hésitent pas, quand ils sont en difficulté sur le terrain africain, ils n'hésitent pas à recourir à cette justice aux ordres, hein? La justice aux ordres de la CPI, vous la connaissez très bien, la justice aux ordres, celle qu'ils contrôlent, celle qui est basée sur leur territoire, qui est adossée sur la puissance de leurs armées, qui est adossée sur leurs satellites, qui est adossée sur leur hégémonie, certes déclinante, mais quand même encore résistante. Ils s'appuient dessus et ils se mettent à tomber sur l'État en question avec des sanctions. Sanctions sur la navigation aérienne, sanctions sur les propriétés de l'État à l'étranger, sanctions sur les avoirs financiers de l'État en question à l'étranger. Ça va jusque-là, ils s'en vont saisir. Bref, vous avez vu la méthode qu'ils ont employée contre la Russie. C'est cette méthode-là qu'ils veulent employer en fait contre le Niger. Voilà pourquoi, très clairement, le Niger a ici une quadruple bataille à mener, mais toute l'Afrique avec le Niger. La bataille pour les réparations coloniales. Oui, l'acte colonial est un acte criminel et l'Afrique doit organiser des procès et imposer des réparations. On doit faire la liste de ce qu'on exige de toutes les puissances qui ont commis des crimes coloniaux, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre contre les Africains depuis 600 ans. C'est urgent, parce que c'est quand on va leur faire le montant de ce qu'ils doivent payer, qu'ils vont comprendre que ce n'est pas la peine de courir dans leurs tribunaux. Deuxième élément. Mais écoutez, le pourcentage incroyable
entre 12% pour le Niger et 88% pour la France dans l'exploitation des minerais stratégiques. Ce pourcentage-là, mais il doit faire l'objet d'un procès pour spoliation. Il doit faire l'objet d'un procès pour spoliation. Et l'État du Niger est en droit de revendiquer la restitution des intérêts énormes et injustifiés qui ont été faits sur le dos de son peuple. Deuxième procès. Deuxième point essentiel du procès. Troisième point essentiel du procès, alors là, le désastre écologique, il est incontestable. Il y a même des études françaises qui ont confirmé le scandale écologique du passage d'Areva et d'Orano. Donc, le procès pour la dévastation écologique du Niger, mais il doit aboutir à une évaluation, à un chiffrement. Et cela sont des milliards de dollars, sont des milliards d'euros qui vont devoir être déposés sur la table du Niger pour tout ce qu'on lui a fait. Et ça, c'est le troisième chef de procès. Quatrième chef de procès, la déstabilisation militaire de toute la sous-région. Mais l'OTAN, à laquelle participait la France de Nicolas Sarkozy, est responsable de toutes les morts d'hommes qu'il y a eu dans le Sahel par sa faute après la destruction de la Libye. Mais il faut qu'on juge, qu'on évalue ça. Il y a le procès de la dévastation, de la déstabilisation de l'Afrique qui doit avoir lieu. Et tout ça va être chiffré. Et on va demander à ceux qui ont fait ça, ceux qui ont amené Al-Qaïda et l'État islamique, on va leur demander de payer. Et ça va faire partie de la péréquation de la relation avec eux. Et enfin, venons-en au cinquième point. On veut instrumentaliser donc la justice internationale pour punir un État qu'on a spolié sur son sol national. Mais il est temps que les peuples du Sud global sonnent la révolte contre les institutions de justice qui sont au service de l'impérialisme et du néocolonialisme. C'est important que le monde multipolaire prenne la mesure de cette instrumentalisation de la justice qui est l'une des armes fatales de l'impérialisme et du néocolonialisme contre les peuples du Sud. Jusqu'à quel moment on va continuer à créditer cette justice internationale où l'on sait très bien que de toutes les façons, les intérêts des grandes puissances occidentales passent avant ceux des autres et que ce n'est pas souvent la justice qui est dite, mais ce qui est dit, c'est l'état du rapport de force. Les verdicts, dans ces conditions, sont souvent le témoignage de l'état du rapport de force. Je suis bien placé pour le savoir. Dans l'état de droit déclinant qu'est devenue la France, et où je me défends contre la persécution de la dictature de M. Macron, mais je goûte au quotidien à ce que c'est que l'instrumentalisation politique de la justice. Où dès que vous vous présentez devant un juge, le premier regard que vous avez, le premier face-à-face que vous avez avec le juge, ses yeux vous disent « No way, je me débrouillerai de toutes les façons pour rejeter ta plainte. Parce que j'en ai le pouvoir et parce que c'est l'esprit qui gouverne la République. Et que c'est la justice au service du politique. » Et c'est comme cela que l'état de droit se détricote et disparaît dans un pays. Quand un exécutif se met à instrumentaliser des magistrats contre ses opposants, c'est terminé. L'état de droit disparaît au fur et à mesure qu'on avance. Bon, alors, donc, je voudrais une fois de plus renouveler ma solidarité envers le peuple et les autorités du Niger dans cette épreuve. Car en fait, c'est du jamais vu que des gens qui vous spolient à 5 niveaux, à 4 niveaux, veuillent vous spolier à un 5e niveau. Que les gens qui n'ont même pas reconnu leurs 4 grandes spoliations se tiennent devant la face du monde et disent « Nous allons vous faire juger parce que vous ne nous permettez pas de continuer. » Parce qu'en fait, pour moi, cette plainte d'Orano ressemble comme la demande du droit de continuer à piller. C'est une revendication incongrue. Le droit de piller les autres. Laissez-nous vous piller. Mais comment osez-vous remettre en cause les accords coloniaux? Pour qui vous vous prenez? Comment osez-vous remettre en cause le pourcentage d'Orano? Pour qui vous vous prenez, vous? Hein, ça a été décidé comme ça depuis la colonisation, vous n'avez pas le droit de changer. C'est un peu comme cela que moi je comprends ça. C'est l'incongruité du coupable, le coupable évident, qui veut maltraiter la victime. La victime réveillée, la victime éveillée, la victime qui maintenant se redresse et revendique ses droits.
on en arrive pratiquement à la criminalisation du bon sens, à la criminalisation du fait d'être humain. On en arrive à la criminalisation de la justice. C'est-à-dire que ce que le Niger est en train de faire, c'est rétablir la justice, rétablir ses droits sur ses ressources naturelles. Et on présente ça comme un crime. Et ceux qui, depuis plus de 60 ans, se sont arrogés et ont abusé des ressources naturelles du Niger, on les présente comme des victimes. Hier, je vous ai donné une conférence sur l'inversion. L'inversion. Nous ne devons pas accepter cette inversion. Et vivement que l'État du Niger, une fois de plus ici, s'arme de courage, s'arme de patience, de pugnacité, de détermination, et se donne les moyens de défendre ses droits, eh bien, dans toute l'étendue et dans toute la mesure du possible, partout où c'est nécessaire sur cette terre. Mais la solution, une fois de plus, sera toujours dans le renforcement des alliances des pays en résistance contre la domination. C'est de ce côté-là, à mon avis, que se trouve la solution. Les pays qui sont victimes de la domination doivent continuer à renforcer leurs alliances pour faire reculer cette justice, eh bien, aux ordres des puissances. Ce n'est que comme cela que le rapport de force internationale se modifiant, il ne sera plus possible de tenter d'instrumentaliser la justice internationale pour se faire, eh bien, dédommager pour des crimes qu'on a commis. C'est juste incroyable. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.